Il existe une idée romantique qui a détruit plus de paix intérieure que bien des ruptures. Croire que si tu trouves les bons mots, la bonne attitude et le bon dosage de silence, tu pourras enfin faire agir quelqu'un comme tu le souhaites. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que je vais te révéler le secret clinique que beaucoup préfèrent éviter. On n'obtient pas un amour sain en manipulant mieux, mais en cessant de négocier contre soi-même. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que l'autre commence souvent à te regarder autrement. Pas parce que tu as pris le contrôle de son esprit, parce que tu as repris le contrôle de ta place. Abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire si un jour tu as tout essayé pour qu'une personne t'écoute, te choisisse ou te respecte, jusqu'à ne plus te reconnaître toi-même. Je lis ces témoignages avec beaucoup d'attention car ils disent souvent plus sur notre besoin d'amour que 1000 théories savantes. Et si ce que je vais te dire aujourd'hui résonne déjà en toi, sache que j'ai rassemblé ce travail dans un e-book que j'appelle Brisé par design. Tu peux le trouver dans la description ou dans le commentaire épinglé comme un prolongement discret de cette conversation. Ce n'est pas une baguette magique. Les baguettes magiques ont généralement un excellent service marketing et de très mauvais résultats, mais un chemin pour remettre de l'ordre là où l'attachement a créé du brouillard. Avant de parler des 5 principes mentaux, je veux être clair, le titre promet qu'il ou elle fera ce que tu veux. Pourtant, mon premier devoir est de ne pas te vendre un mensonge confortable. Aucun principe psychologique ne garantit qu'un adulte libre obéira à tes désirs. Et heureusement. Une relation où l'un contrôle et l'autre exécute n'est pas un amour, c'est une administration mal organisée. Ce que ces principes peuvent faire, en revanche, est beaucoup plus puissant. Modifier la dynamique, augmenter la probabilité d'une réponse respectueuse, rendre tes demandes plus audibles et surtout t'empêcher de t'abandonner pour obtenir une réaction. Voilà l'amour rationnel. Il ne nie pas l'émotion. Il refuse simplement de lui confier les clés de la voiture quand elle a bu 3 verres de peur. Quand ton système d'attachement s'active, ton cerveau interprète le silence comme un danger, le retard comme un rejet et l'ambiguïté comme une urgence. Tu n'es pas faible. Tu es biologiquement équipé pour chercher la proximité, mais un mécanisme ancien n'est pas une prophétie. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau apprend de nouvelles réponses quand tu répètes des comportements plus sûrs. Pas en une soirée, pas après une citation sur Instagram, par répétition, inconfort, puis intégration. Le premier principe est simple à comprendre et difficile à vivre. Arrête de pousser là où tu veux créer du mouvement. Plus tu insistes, plus l'autre défend son autonomie. En psychologie, on parle de réactance. Lorsqu'une personne sent que sa liberté est menacée, elle résiste, parfois même contre son propre intérêt. Tu lui demandes 5 fois de parler, elle se ferme 6 fois. Tu réclames une preuve d'amour, elle ressent un examen. Tu répètes que tu veux seulement comprendre, mais tonton dit réponds correctement ou prépare-toi à une nuit de procès. Je ne me moque pas de toi. J'ai vu ce scénario des centaines de fois et j'ai moi-même constaté combien l'être humain devient peu brillant quand il a peur de perdre. La stratégie efficace consiste à formuler une demande claire, puis à laisser un espace réel, pas un faux espace rempli de messages indirects, de statuts mystérieux et de silences théâtraux. Un espace réel. Tu peux dire j'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passé. Je suis disponible demain soir. Si tu ne le souhaites pas, j'en tirerai aussi une information. Cette phrase n'est ni froide ni agressive. Elle contient une demande, une disponibilité et une limite. Elle ne poursuit pas. Elle observe. Imagine une porte qui s'ouvre vers toi. Si tu pousses plus fort au moment où quelqu'un tire de l'autre côté, vous pouvez passer 1 heure à prouver que la porte est défectueuse. Le problème n'est pas la porte. Le problème est que chacun défend son sens d'ouverture. Dans les relations, nous faisons souvent pareil. Nous augmentons la pression quand nous devrions changer d'angle. Essaye ce micro-exercice. Avant d'envoyer un message important, relis-le et supprime tout ce qui cherche à forcer une conclusion. Les tu dois, tu ne peux pas, après tout ce que j'ai fait si tu m'aimais vraiment, sont des tentatives de contrainte habillées en vulnérabilité.
Remplace-les par 3 éléments, ce que tu observes, ce que tu ressens, ce que tu demandes. Nous n'avons pas parlé depuis 3 jours. Je me sens inquiète et mise à distance. Je te demande de me dire clairement si tu souhaites continuer cette relation. Rien de spectaculaire. Mais la clarté n'a pas besoin de feu d'artifice, elle a besoin de courage. Une patiente que j'appellerai Claire, 57 ans, avait l'habitude d'envoyer de longs messages à un homme qui disparaissait chaque fois que la relation devenait plus intime. Elle écrivait avec intelligence, sensibilité, précision. Ses messages auraient pu obtenir un prix littéraire. Il n'obtenait pas de réponse. Un jour, je lui ai demandé « Que cherchez-vous réellement à produire avec ces textes ?» Elle a répondu « Je veux qu'ils comprennent. » Puis, après un silence, « Non, je veux qu'ils reviennent. » Voilà le moment thérapeutique. Distinguer l'objectif déclaré de l'objectif caché. Claire ne communiquait pas seulement. Elle tentait de provoquer une réparation immédiate. Nous avons réduit son message à 4 lignes, puis elle a attendu. Il n'est pas revenu. Ce fut douloureux, mais cette absence de retour lui a donné une vérité que 15 pages ne pouvaient pas lui donner. Quelques mois plus tard, elle m'a dit « J'ai compris que je confondais être entendu avec être choisi. » Cette phrase vaut un livre entier. Tu peux expliquer parfaitement ta douleur à quelqu'un qui n'a aucune intention de changer. La qualité de ton explication ne transforme pas automatiquement la qualité de son engagement. Deuxième principe, rends le comportement visible, pas le caractère coupable. Quand tu attaques l'identité, l'autre se défend. Quand tu décris un acte et son effet, il peut encore réfléchir. Dire « tu es égoïste » enferme. Dire « quand tu annules au dernier moment sans prévenir, je me sens peu considéré » précise. Cette différence paraît minuscule, mais elle change le terrain neuronal de la conversation. L'accusation active la menace, la précision favorise le traitement de l'information. Notre cerveau social détecte très vite le mépris, parfois avant même que nous ayons conscience de notre ton. Un sourcil levé, un soupir, un sourire qui signifie « je savais que tu serais incapable ». Voilà de petites armes. Elles ne laissent pas de bleu sur la peau, mais elles abîment la sécurité. L'attachement sécurisé ne signifie pas ne jamais se disputer. Il signifie pouvoir traverser le désaccord sans craindre d'être humilié, abandonné ou puni. Tu veux influencer une personne ? Crée les conditions où elle peut entendre sans devoir sauver sa dignité. Mais attention, créer un climat sûr ne signifie pas rendre acceptable l'inacceptable. La douceur n'est pas la capitulation. Se détacher n'est pas se désintéresser. Voici une question qui dérange. Demandes-tu un changement ou demandes-tu à l'autre de confirmer que tu as de la valeur ? Les deux peuvent se mélanger. Tu lui demandes de t'appeler, mais derrière l'appel, tu veux entendre « tu comptes ». Tu lui demandes de publier une photo, mais derrière la photo, tu veux la preuve « je ne te cache pas ». Tu lui demandes de faire un effort, mais l'effort est devenu le tribunal de ton estime de soi. Le problème est alors immense, car aucune action ponctuelle ne rassasie durablement une identité affamée. La dopamine te donne un bref soulagement quand le message arrive. Puis le doute revient. Pourquoi ? Parce que la récompense intermittente, parfois présente, parfois absente, crée une forte fixation. C'est le même principe qui rend certaines machines à soucis captivantes. Une relation chaude-froide peut devenir chimiquement obsédante, non parce qu'elle est profonde, mais parce qu'elle est imprévisible. Voilà une vérité peu romantique. L'intensité n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est simplement ton système nerveux qui joue au casino. Quand tu reconnais ce mécanisme, ne te juge pas, observe-le. Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. À gauche, écris « ce que je demande concrètement ». À droite, ce que j'espère que cela prouvera sur moi. Exemple. Je demande qu'il m'appelle chaque soir. À droite, j'espère que cela prouvera que je suis importante. Puis ajoute une 3e phrase. Comment puis-je nourrir cette valeur sans dépendre entièrement de sa réponse ? Peut être en appelant une amie, en honorant un engagement envers toi, en reprenant une activité abandonnée, en dormant au lieu d'attendre jusqu'à minuit.
Cela peut sembler banal. Le cerveau adore les grands drames. La guérison, elle, se présente souvent en chaussons, avec un verre d'eau et le téléphone posé dans une autre pièce. Chaque fois que tu tiens une petite promesse envers toi-même, tu renforces une identité plus stable. C'est la neuroplasticité appliquée à l'estime de soi. Le troisième principe est celui de la cohérence. Ne récompense pas ce que tu prétends refuser. Beaucoup de personnes disent vouloir le respect, mais offrent davantage d'attention après un manque de respect. L'autre disparaît, puis revient avec 2 mots. Aussitôt, tu donnes une soirée entière, des explications, de la tendresse, parfois même un dîner. Ton cerveau pense, je répare le lien. Le cerveau de l'autre peut apprendre. Je peux m'absenter sans coût relationnel et mon retour produit même un surplus d'affection. Ce n'est pas de la manipulation consciente nécessairement, c'est de l'apprentissage comportemental. Nous répétons ce qui fonctionne. Si tu veux que la dynamique change, tes réactions doivent devenir cohérentes avec tes valeurs. Cela ne signifie pas punir. Cela signifie ne pas transformer un minimum en miracle. Un message à 2 heures du matin n'est pas une déclaration d'engagement, c'est parfois seulement un message à 2 heures du matin. Le romantisme a beaucoup souffert de l'invention du smartphone. Marcel, 62 ans, vivait une relation intermittente depuis 7 ans. L'homme revenait chaque fois qu'elle commençait à se reconstruire. Il disait qu'elle lui manquait, qu'il avait eu peur, qu'il traversait une période compliquée. Les périodes compliquées ont parfois une remarquable longévité. Marcel l'accueillait, puis il repartait dès que la relation demandait une présence concrète. Je lui ai proposé une expérience, ne plus répondre aux promesses, seulement aux actes vérifiables. Elle lui a dit « Je ne veux plus recommencer sur des paroles. Si tu souhaites construire, propose un rendez-vous régulier, une conversation claire et une continuité pendant plusieurs semaines. » Il a protesté qu'elle était devenue froide. En réalité, elle était devenue lisible. Il n'a pas accepté. Elle a pleuré. Puis, elle a découvert quelque chose d'essentiel. Une limite ne chasse pas les bonnes personnes. Elle révèle celles qui avaient besoin de ton absence de limite. Peut être te demandes-tu, mais si je deviens plus ferme, ne vais-je pas le perdre? Je vais te répondre sans décoration. Oui, c'est possible. Tu peux perdre une personne qui ne voulait rester qu'à condition que tu te réduises. Ce n'est pas une victoire immédiate, cela fait mal. Mais conserver quelqu'un au prix de ta dignité n'est pas vraiment le garder, c'est te perdre en plusieurs mensualités. L'amour rationnel accepte le risque de vérité. Il préfère une douleur nette à une confusion chronique. Dans une relation saine, la demande de respect ne déclenche pas une guerre. Elle peut provoquer un inconfort, une discussion, une adaptation. Mais elle ne devrait pas t'obliger à plaider pour ton humanité. Ne collectionne pas les amours toxiques comme si chaque blessure était une médaille de profondeur. La souffrance n'est pas une preuve de noblesse. Elle est parfois seulement un signal qu'il faut partir. Quatrième principe. Utilise le contraste entre disponibilité et accessibilité. Être disponible signifie pouvoir rencontrer l'autre. Être accessible à tout moment signifie que ton temps, ton énergie et tes limites sont constamment négociables. Les personnes qui ont peur de l'abandon confondent souvent amour et permanence immédiate. Elles répondent à tout, annulent leurs plans, se rendent prêtes avant même qu'on leur demande. Elles pensent créer de la sécurité. Elles créent parfois une asymétrie. Ton attention devient abondante, automatique, sans relation avec la qualité du lien. Or, ce qui a de la valeur n'a pas besoin d'être rare artificiellement, mais il doit être réel. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas répondre pendant une réunion. Tu peux être tendre et garder ton dimanche. Tu peux souhaiter le voir et refuser une invitation de dernière minute qui te traite comme une option.
Cela n'est pas un jeu, c'est une architecture intérieure. Fais ce test pendant une semaine, avant de dire oui, attends 10 secondes et pose-toi 3 questions. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que ce oui respecte ce que j'avais déjà prévu pour moi? Si 2 réponses sont non, ton oui risque d'être une dette émotionnelle. Tu accepteras, puis tu ressentiras du ressentiment. Et le ressentiment est une facture que l'autre reçoit souvent sans avoir lu le contrat. Une limite exprimée tôt évite une explosion tardive. Je ne peux pas ce soir, mais je suis libre samedi. Je ne souhaite pas parler sur ce ton. Nous reprendrons quand ce sera plus calme. Je t'aime, mais je ne peux pas porter seul ce problème. Ces phrases ne contrôlent personne. Elles organisent ta présence. C'est souvent cette organisation qui modifie la façon dont l'autre se comporte, car il comprend que ta disponibilité n'est plus une ressource illimitée. Un détail scientifique mérite ton attention. Lorsque nous anticipons une récompense incertaine, la dopamine peut augmenter davantage que lorsque la récompense est prévisible. C'est pourquoi l'attente d'un message peut devenir presque plus stimulante que le message lui-même. Le téléphone se transforme en petit hôtel lumineux. Tu le consultes, tu le retournes, tu le reprends. Peut être qu'il a écrit, peut être qu'il a vu, peut être qu'il réfléchit, peut être qu'il vit simplement sa vie pendant que tu écris un doctorat sur son dernier emoji. Pour sortir de cette boucle, il faut réduire les déclencheurs. Désactive les aperçus, fixe 2 moments pour vérifier. Marche 20 minutes sans téléphone. Cela paraît trop simple pour une souffrance si complexe, mais le système nerveux se régule par des actes concrets. La pensée seule ne suffit pas toujours. Ton corps doit apprendre qu'il peut survivre à l'absence de réponse. 5e principe, parle depuis une décision, pas depuis une menace. Une menace cherche à faire peur pour obtenir une action. Une décision informe de ce que tu feras pour te protéger. Si tu recommences, tu vas voir, est une menace. Si les insultes continuent, je quitterai la conversation et je rentrerai chez moi, est une décision. La différence est fondamentale. La menace dépend de la peur de l'autre. La décision dépend de ta capacité à agir. Beaucoup de limites échouent parce qu'elles sont formulées sans conséquences réelles. On répète, on avertit, on pardonne, puis on répète encore. L'autre apprend que les mots n'ont pas de poids. Une limite n'est pas ce que tu demandes à l'autre de respecter, c'est ce que tu choisis de faire lorsqu'elle ne l'est pas. Cela peut être interrompre une conversation, prendre de la distance, demander une thérapie de couple, séparer les finances ou quitter la relation. Plus la situation est grave, plus il faut un soutien extérieur. L'amour ne remplace ni la sécurité, ni le droit, ni les soins. À ce stade, une erreur fréquente apparaît. Transformer les 5 principes en technique pour provoquer le manque. Je vais me retirer pour qu'il revienne. Je vais poser une limite pour qu'elle ait peur de me perdre. Non. Tu utiliserais alors la dignité comme une stratégie de séduction. Cela peut produire un effet temporaire, mais tu restes prisonnière du même centre, la réaction de l'autre. Le vrai changement commence quand tu poses une limite, même si personne ne t'applaudit. Quand tu prends de la distance, même si l'autre ne court pas derrière toi. Quand tu dis la vérité sans garantie de résultat. Se détacher n'est pas se désintéresser, c'est arrêter de confondre ton amour avec une mission de sauvetage. Tu peux souhaiter le bien de quelqu'un sans offrir ton système nerveux comme logement gratuit. Je me souviens d'une femme que j'appellerais Élodie, 50 ans, très compétente au travail et totalement désorientée dans sa vie affective. Elle pouvait négocier un contrat complexe, mais pas dire « ce comportement me blesse ». Son compagnon alternait admiration et dévalorisation. Après chaque critique, elle cherchait à être plus parfaite, plus mince, plus douce, moins exigeante.
Elle croyait qu'en supprimant tous les défauts imaginaires, elle rendrait la relation stable. Un jour, elle a dit « Je suis devenue une version de moi qui ne dérange personne, sauf moi. » Nous avons travaillé sur ces biais cognitifs. Personnalisation, lecture de pensée, un raisonnement émotionnel. Elle supposait que son malaise prouvait sa culpabilité. Elle interprétait chaque distance comme la conséquence d'une erreur. Pourtant, parfois, l'autre est distant parce qu'il est distant. Cette phrase semble presque comique, mais elle libère. Tout n'est pas un message codé sur ta valeur. Élodie a commencé par un acte minuscule, ne plus se justifier lorsqu'elle exprimait un besoin normal. Elle disait « J'ai besoin de repos ce soir ». Puis, elle se taisait. Pas de dossier médical, pas de plaidoirie, pas de liste de tout ce qu'elle avait fait dans la journée. Au début, le silence lui paraissait violent. Son cerveau associait l'absence de justification au risque d'être jugé. Puis, il a appris. C'est cela, la neuroplasticité, une expérience répétée contredit progressivement une ancienne prédiction. Elle a découvert qu'une phrase pouvait rester debout sans béquille. Quelques mois plus tard, son compagnon n'avait pas miraculeusement changé de personnalité. Mais elle, oui. Elle voyait plus vite les tentatives de culpabilisation et y répondait moins. La dynamique a perdu une partie de son pouvoir. Voilà pourquoi ces principes ne consistent pas à faire de l'autre une marionnette. Ils consistent à couper les fils qui te faisaient danser. Maintenant, écoute bien cette nuance. Influence et contrôle ne sont pas identiques. Nous nous influençons constamment. Ton calme peut apaiser. Ta clarté peut encourager la clarté. Ton retrait peut révéler un manque. Ton respect peut inviter au respect. Mais le contrôle exige un résultat déterminé. Lorsque tu t'attaches au résultat, tu commences à trahir le processus. Tu fais semblant d'être calme pour obtenir un message. Tu prétends être détaché tout en comptant les heures. Tu poses une limite que tu retires dès que l'autre montre un peu de tendresse. C'est humain, mais c'est inefficace. L'autre perçoit souvent l'incohérence même sans pouvoir la nommer. La crédibilité émotionnelle vient lorsque tes paroles, tes choix et tes limites racontent la même histoire. Pose-toi cette question. Que ferait aujourd'hui la version de toi qui se sait digne d'un amour stable? Elle n'aurait pas forcément moins peur. Elle agirait différemment avec sa peur. Elle pourrait écrire un message, mais pas 15. Elle demanderait une explication, mais ne m'en dirait pas une réponse. Elle accepterait une seconde chance seulement si elle s'accompagne de nouveaux comportements. Elle écouterait les excuses, puis regarderait le calendrier. Car la transformation ne se mesure pas à l'intensité d'une conversation, mais à la répétition des actes après la conversation. Beaucoup de réconciliations sont magnifiques le dimanche soir et mortes le mercredi matin. L'émotion ouvre une porte, l'habitude décide si quelqu'un la franchit. Je veux maintenant te proposer une expérience mentale. Imagine que ta meilleure amie te raconte exactement ta relation, avec les mêmes absences, les mêmes promesses, les mêmes humiliations et les mêmes moments de tendresse. Que lui dirais-tu? Souvent, nous voyons clairement pour les autres ce que nous rationalisons pour nous-mêmes. C'est le biais de proximité émotionnelle. Quand notre attachement est engagé, nous accordons plus de poids aux exceptions positives et moins aux schémas négatifs. Une soirée merveilleuse efface temporairement 3 semaines de froideur. Un « je t'aime » devient la preuve que tout est possible. Pourtant, une relation se juge par sa moyenne, pas par ses meilleurs extraits. Ne monte pas un film d'amour avec seulement les scènes où l'autre était présent. Regarde aussi les coupes, les silences et les jours où tu étais seul à tenir le scénario. Il y a un moment où comprendre ne suffit plus. Tu peux connaître tous les concepts,
attachement anxieux, évitement, dopamine, trauma, biais cognitif. Tu peux expliquer le comportement de l'autre avec une précision admirable et rester enfermé. La compréhension devient parfois une façon élégante de retarder la décision. Il agit ainsi parce qu'il a souffert. Peut être, elle se ferme parce qu'elle a peur, probablement. Mais l'origine d'un comportement n'annule pas son impact. La compassion sans limite devient une permission. Tu peux comprendre une blessure et refuser d'en être la cible. Tu peux aimer l'enfant blessé chez quelqu'un et protéger l'adulte que tu es. Une femme nommée, disons, Nathalie, 60 ans, m'a raconté qu'elle avait passé 12 ans à attendre que son mari cesse de la rabaisser en public. Après chaque scène, il disait qu'il plaisantait. Elle riait parfois avec les autres pour éviter le malaise. Puis, elle rentrait chez elle et se sentait disparaître. Un soir, devant des amis, il a de nouveau fait une remarque sur son corps. Nathalie n'a pas crié. Elle a dit calmement « Je ne participerai plus à une conversation où je suis utilisée comme divertissement ». Puis elle est partie. Le lendemain, elle a répété sa limite et proposé une thérapie de couple. Il a refusé, puis minimisé. Elle a maintenu sa décision. Ce n'est pas le départ qui l'a rendue forte. C'est le fait de ne plus contredire ce qu'elle savait déjà. Ce que tu ressens en ce moment, cette reconnaissance, cette fatigue d'avoir porté seul ce qui aurait dû être partagé, c'est exactement pour cela que j'ai créé cet e-book. Brisé et par design est un guide que tu peux télécharger dès aujourd'hui. Le lien se trouve dans la description ou dans le commentaire épinglé. Pas pour te donner des réponses toutes faites, car personne ne vit dans ta peau, mais pour t'accompagner semaine après semaine au point précis où tu te trouves, avec tes peurs, ta lucidité et ce courage que tu sous-estimes encore. Après cette prise de conscience, ne te précipite pas vers une décision spectaculaire. Les grands gestes peuvent soulager, mais la reconstruction demande souvent des étapes. Commence par nommer les faits. Pas les intentions supposées, les faits. Combien de fois la personne a-t-elle tenu sa parole au cours des 3 derniers mois? Combien de conflits ont réellement été réparés? Quand tu exprimes une douleur, reçoit-elle de la curiosité ou du mépris? Tes limites sont-elles discutées ou ridiculisées? Cette collecte de données peut sembler froide. Pourtant, elle protège contre le brouillard affectif. L'amour rationnel n'est pas un amour sans cœur. C'est un amour qui refuse de confondre espoir et preuve, écrit les réponses. Le papier a une qualité que la mémoire anxieuse n'a pas. Il ne réécrit pas les événements à 3 heures du matin. Ensuite, formule une demande testable. Pas sois plus présent, mais j'aimerais que nous ayons 2 moments prévus par semaine sans téléphone. Pas respecte-moi, mais si nous sommes en désaccord, je te demande de ne pas m'insulter ni de partir sans dire quand nous reprendrons la conversation. Pas engage-toi, mais je souhaite savoir si tu veux construire une relation exclusive et quelles actions cela implique pour toi. Une demande testable produit une information, l'autre peut accepter, négocier ou refuser. Les demandes vagues entretiennent les illusions, parce que chacun peut prétendre avoir fait un effort. La précision, elle, est parfois brutale. Elle oblige la réalité à sortir de sa cachette, puis observe sans surveiller. Tu n'as pas besoin de devenir détective, les relations saines ne devraient pas nécessiter un laboratoire clandestin. Regarde la continuité. Une personne motivée peut échouer, oublier, se tromper, mais elle revient, répare, ajuste. Une personne peu engagée produit surtout des explications. Les explications peuvent être vraies, mais elles ne construisent pas à elles seules une vie commune. Le cerveau humain aime les récits parce qu'ils réduisent l'incertitude. Il est distant parce qu'il a peur d'aimer et parfois plus supportable que il ne veut pas assez de cette relation. Pourtant, une hypothèse tendre ne doit pas remplacer un comportement observable. Je sais ce que tu pourrais objecter, mais il y a aussi de beaux moments. Bien sûr, les relations toxiques
ne sont pas douloureuses en permanence. Si elles l'étaient, nous partirions plus vite. Elles contiennent souvent une alternance de proximité et de blessures qui maintient l'attachement. Le cerveau attend le retour du beau moment. Ce retour soulage tellement qu'il paraît confirmer la profondeur du lien. Or, le soulagement après une douleur n'est pas nécessairement du bonheur. Enlève la douleur et regarde ce qui reste. Y a-t-il de la confiance, de la réciprocité, de la curiosité, une capacité à réparer, une liberté d'être toi sans marcher sur des œufs? Voilà les marqueurs d'un attachement plus sûr. Pour entraîner ton cerveau, pratique la pause de 4-20 secondes. Quand un message te déclenche, ne réponds pas immédiatement. Pose les pieds au sol. Inspire lentement. Nomme 5 choses que tu vois, 4 sensations corporelles, 3 sons, puis écris la réponse que ta peur veut envoyer. Ne l'envoie pas. Attends 90 secondes supplémentaires et rédige la réponse que ta dignité choisirait. Compare les deux. La première cherchera souvent à obtenir une garantie, la seconde cherchera à transmettre une information ou une limite. Ce petit espace entre impulsion et action est l'un des lieux où se construit la liberté. La maturité émotionnelle n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence d'un gouvernail. Regarde aussi ton langage intérieur. Lorsque tu dis « je ne peux pas vivre sans lui », ton cerveau traite cette phrase comme une instruction de danger. Remplace-la par une formulation vraie et moins catastrophique. Je ne veux pas le perdre, et je peux traverser une perte si elle arrive. Quand tu penses « personne ne m'aimera », ajoute « c'est une prédiction, pas un fait ». Quand tu te dis « j'ai gâché mes meilleures années », réponds « j'ai vécu des années difficiles et les prochaines ne sont pas encore écrites ». Ces reformulations ne sont pas de la pensée positive, elles sont de la pensée exacte. Les biais cognitifs aiment les mots absolus, toujours, jamais, personne, tout. La réalité est généralement moins théâtrale, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le cinéma et une excellente nouvelle pour ta santé mentale. Parlons maintenant de la réciprocité. Beaucoup de femmes ont appris à devenir indispensables. Elles anticipent, soutiennent, organisent, pardonnent, expliquent. Elles pensent que, en donnant davantage, elles sécuriseront la relation, mais l'amour ne se stabilise pas parce que l'un devient un service public disponible 24 heures sur 24. Il se stabilise lorsque chacun peut donner, recevoir, demander, refuser et réparer. Demande-toi, cette personne connaît-elle mes besoins ou seulement ma capacité à répondre aux siens? Peut-elle me soutenir sans que je doive d'abord m'effondrer? Se réjouit-elle de ma croissance même lorsqu'elle me rend moins dépendante? La réciprocité ne signifie pas 50-50 chaque jour. Elle signifie que, sur la durée, le courant circule dans les deux sens. Une autre patiente, que j'appellerais Sophie, 54 ans, était fière de ne jamais demander. Elle trouvait cela élégant, autonome, presque spirituel. En réalité, elle testait silencieusement son compagnon. Elle espérait qu'il devinerait. Quand il ne devinait pas, elle concluait qu'il ne l'aimait pas. Nous avons travaillé sur une croyance ancienne. Si je dois demander, cela ne compte pas. Cette croyance transforme la relation en concours de télépathie. Or, même une personne aimante n'habite pas ton cerveau. Sophie a commencé à faire des demandes simples, sans accusation. J'aimerais que tu m'accompagnes à ce rendez-vous. J'ai besoin que tu m'écoutes 10 minutes sans chercher de solution. Elle a découvert que certaines déceptions venaient d'un manque d'information, pas d'un manque d'amour. D'autres, en revanche, venaient d'un réel manque de disponibilité. La demande claire lui a permis de distinguer les deux. C'est ici que les 5 principes se rejoignent. Tu réduis la pression, tu décris les actes, tu deviens cohérente, tu protèges ton accessibilité et tu parles depuis une décision. Ce système change la relation
parce qu'il change les contingences. L'autre ne reçoit plus la même récompense pour le retrait, le mépris ou l'ambiguïté. Il reçoit davantage de proximité lorsqu'il est clair, respectueux et constant. Mais encore une fois, rien ne garantit son adaptation. Certains partenaires se rapprocheront, d'autres protesteront, d'autres disparaîtront. Leur réaction devient une information. Ton but n'est pas de gagner chaque relation. Ton but est de ne plus perdre ta relation avec toi-même. Il faut également parler du pardon. Pardonner ne signifie pas rétablir l'accès. Tu peux renoncer à nourrir la haine tout en maintenant une porte fermée. Tu peux comprendre sans reprendre. Tu peux souhaiter la paix à quelqu'un depuis une distance très confortable. Le pardon est un processus intérieur. La réconciliation est un contrat à deux. Pour se réconcilier, il faut reconnaissance, responsabilité, réparation et changement. Sans cela, le pardon devient parfois un tapis sous lequel on pousse les mêmes débris. Et tôt ou tard, quelqu'un trébuche. Ne confonds pas ton grand cœur avec l'obligation de rendre ton seuil accessible à ceux qui l'ont piétiné. As-tu peur de devenir dur? C'est une inquiétude fréquente chez les personnes qui commencent à poser des limites. Elles passent d'une tolérance excessive à une fermeté nouvelle et se sentent coupables. Mais la culpabilité ne prouve pas que tu fais quelque chose de mal. Elle peut simplement signaler que tu fais quelque chose d'inhabituel. Ton système familial ou relationnel s'était organisé autour de ta disponibilité. Quand tu changes, le système proteste. On te dit que tu as changé. Réponds intérieurement « Oui, c'était le projet », puis vérifie que ta limite reste respectueuse, proportionnée et réalisable. La fermeté n'a pas besoin de cruauté, tu peux fermer une porte sans la claquer sur les doigts de tout le quartier. Voici un exercice de 3 minutes pour tester une limite. Écris la situation, la limite, puis l'action. Situation, il élève la voix et m'insulte. Limite, je ne poursuis pas une conversation avec des insultes. Action, je quitte la pièce et je reprends seulement lorsque le ton est respectueux. Ensuite, ajoute la difficulté probable. Il dira que je fuis. Prépare une réponse brève. Je ne fuis pas le sujet, je refuse la manière. Nous reprendrons plus tard. Plus tu prépares ces phrases à froid, moins ton cerveau doit improviser sous stress. C'est comme un exercice d'évacuation émotionnelle. Personne ne trouve cela romantique, mais les extincteurs non plus, et nous sommes contents de les avoir quand ça brûle. Il existe aussi des situations où la communication ne suffit pas, violence, menace, contrôle financier, isolement, coercition, peur physique. Dans ces cas, ne cherche pas la phrase parfaite qui transformerait l'autre. Priorise la sécurité, un soutien professionnel, les proches fiables et les ressources locales. Une personne violente n'a pas besoin d'un meilleur argument. Elle a besoin d'être tenue responsable, et toi, tu as besoin de protection. L'amour rationnel ne romantise jamais le danger. Il ne demande pas à une femme de devenir plus habile pour survivre à l'inacceptable. Il lui rappelle que sa sécurité passe avant la sauvegarde de l'image du couple. Revenons à ton quotidien. Pendant les 7 prochains jours, choisis une seule dynamique à modifier, pas 5. Le cerveau apprend mieux avec une cible précise. Peut être cesser les doubles messages. Peut être ne plus répondre aux invitations de dernière minute lorsque tu avais déjà un plan. Peut être demander une conversation claire. Peut être arrêter de justifier un non. Note chaque soir ce qui s'est passé. Déclencheur, pensée automatique, émotion, action, résultat. C'est un mini-tableau cognitivo-comportemental. Il rend visible le chemin entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu verras rapidement que l'émotion n'ordonne pas l'action, elle la propose. Tu peux refuser la proposition. Au 3e ou 4e jour, une résistance peut apparaître. Tu auras envie de revenir à l'ancien comportement parce qu'il est familier. Même la souffrance connue peut sembler plus sûre que la liberté inconnue. Ton cerveau dira
Envoie juste un message de plus, explique mieux, fais un geste, sinon tout va se casser. Respire, demande-toi, est-ce une action guidée par mes valeurs ou une tentative d'anesthésier l'incertitude? Parfois, tu choisiras d'envoyer le message. Très bien. Le but n'est pas de devenir une statue. Le but est de savoir pourquoi tu agis. La conscience ne supprime pas toutes les erreurs. Elle réduit leur pouvoir de répétition. Tu découvriras peu être une vérité surprenante quand tu cesses de surfonctionner, certaines relations paraissent soudain vides. Ce n'est pas que tu les as détruites. Tu as retiré l'énergie artificielle qui les maintenait. Tu as appelé, proposé, réparé, rassuré, relancé. Lorsque tu arrêtes, le silence révèle la contribution réelle de l'autre. Cette découverte peut être douloureuse, mais elle est précieuse. Une relation qui ne bouge que lorsque tu la portes n'est pas un partenariat, c'est un meuble lourd. Et tu n'es pas né pour passer ta vie à déplacer seul une armoire émotionnelle dans un escalier. À l'inverse, certaines personnes répondront positivement. Elles ne deviendront pas parfaites, mais elles comprendront mieux. Elles proposeront un moment pour parler. Elles respecteront davantage ton temps. Elles reconnaîtront un comportement blessant sans transformer la conversation en débat sur tes défauts. Elles feront des efforts imparfaits mais réguliers. Observe cela aussi. Les personnes habituées au chaos peuvent se méfier de la stabilité. Elles trouvent l'amour calme, ennuyeux, parce que leur système nerveux associe l'intensité à la connexion. Il faut parfois apprendre à tolérer la paix. Oui, même la paix peut provoquer une légère allergie quand on a longtemps respiré le drame. L'attachement sécurisé se construit avec des milliers de micro-expériences. Une parole tenue, une émotion accueillie, un conflit réparé, un besoin exprimé sans punition. Il ne dépend pas d'une déclaration grandiose, il ressemble moins à un feu d'artifice qu'à une maison bien chauffée. Personne ne prend 50 photos d'un radiateur fiable, pourtant c'est lui qui rend l'hiver vivable. Cherche la chaleur régulière, pas seulement les étincelles. Demande-toi comment ton corps se sent après avoir vu cette personne. Plus calme ou plus confus? Plus libre ou plus surveillé? Plus vivant ou plus petit? Le corps n'a pas toujours raison, mais il possède des données que l'esprit amoureux préfère parfois classer sans suite. Un autre biais cognitif mérite d'être nommé le coût irrécupérable. Plus tu as investi de temps, d'énergie et de sacrifice, plus tu as tendance à continuer pour ne pas avoir fait tout cela pour rien. Mais rester 5 années supplémentaires ne récupère pas les 10 précédentes. Cela ajoute 5 années. La bonne question n'est pas combien ai-je déjà donné? C'est à partir d'aujourd'hui, cette relation mérite-t-elle encore mon investissement? Cette question ne nie pas l'histoire, elle protège l'avenir. Tu n'es pas obligé de sacrifier demain pour donner un sens à hier. Parfois, la personne fera exactement ce que tu souhaitais dès que tu te détacheras. Elle l'appellera, promettra, proposera. Voilà le moment le plus dangereux, car ton cerveau recevra une dose massive de soulagement. Ne confonds pas réactivation avec transformation. Demande-toi, le changement est-il durable, précis, assumé? Y a-t-il une compréhension de l'impact passé? Des actions nouvelles sont-elles maintenues quand la peur de te perdre diminue? Beaucoup de personnes changent assez longtemps pour restaurer l'accès, puis reprennent l'ancien schéma. Il ne faut pas les condamner à vie, il faut simplement laisser le temps produire des preuves. La confiance se reconstruit plus lentement que les promesses ne se prononcent. Tu peux dire « Je suis touché par ce que tu me dis. J'ai besoin de voir cette intention devenir régulière avant de reprendre comme avant. » Cette phrase est ouverte sans être naïve. Elle laisse une possibilité sans effacer les données. L'amour rationnel ne ferme pas toutes les portes. Il installe des charnières solides et un Judas. Il ne vit pas dans la paranoïa. Il apprend simplement que la confiance n'est pas un devoir moral, mais une conséquence de la fiabilité. Je veux que tu comprennes aussi ceci.
Ton désir d'influencer l'autre cache parfois un deuil que tu refuses de faire. Tu veux qu'il change parce que s'il ne change pas, tu devras admettre que l'histoire rêvée n'existera peut-être pas. Ce deuil ne concerne pas seulement une personne. Il concerne une version de toi, une maison imaginée, des vacances futures, la réparation d'une ancienne blessure. Pleurer ce futur est légitime. Mais ne demande pas au présent de se déguiser indéfiniment pour éviter ce chagrin. La vérité fait mal une fois de façon profonde. L'illusion peut faire mal chaque jour de façon diffuse. Lorsque le chagrin arrive, ne le traite pas comme un échec. Il est le prix de la lucidité, pas la preuve que tu aurais dû rester. Créer un rituel simple, écrire une lettre que tu n'enverras pas, marcher avec une amie, ranger les objets qui réactivent la boucle, consulter un thérapeute si la douleur déborde tes ressources. Le cerveau a besoin de repères pour intégrer une séparation. Les routines, le sommeil, l'alimentation et le mouvement ne remplacent pas le sens, mais ils soutiennent l'organisme qui doit le reconstruire. Nous sommes des êtres philosophiques logés dans un corps qui réclame aussi 8 heures de sommeil. C'est moins poétique, mais très utile. À mesure que tu te reconstruis, tu risques de ressentir de la honte. Comment ai-je pu accepter cela? Remplace cette question par « Qu'est-ce qui, en moi, avait besoin de croire que cela s'améliorerait ?» La honte ferme l'enquête. La curiosité l'ouvre. Peut-être as-tu appris enfant que l'amour se mérite? Peut-être as-tu confondu patience et effacement? Peut-être ton entourage normalisait-il le mépris? Comprendre ses racines ne t'excuse pas de tout. Cela te permet de choisir autrement. Tu n'es pas coupable d'avoir développé une stratégie de survie. Tu deviens responsable de ne plus la laisser diriger toute ta vie. La responsabilité n'est pas une accusation, c'est un pouvoir. Dire « je n'y peux rien, je tombe toujours sur les mêmes personnes » protège momentanément de la honte, mais retire aussi la possibilité d'agir. Tu ne contrôles pas qui se présente. Tu peux apprendre à sélectionner plus lentement, observer plus longtemps et partir plus tôt. Tu peux cesser de confondre potentiel et disponibilité. Tu peux demander ce que l'autre cherche avant d'investir ton imaginaire. Tu peux regarder comment il parle de ses ex, comment elle réagit à un non, comment la personne répare une erreur. Le début d'une relation n'est pas seulement un moment pour être choisi, c'est un moment pour choisir. Alors fera-t-il ce que tu veux? Peut-être. Si ta demande est raisonnable, si la relation compte, si la personne possède les ressources et la volonté, ces principes augmentent les chances d'une réponse constructive. Mais le résultat le plus important est ailleurs. Tu feras enfin ce que tu veux vraiment, au sens profond. Tu parleras clairement. Tu protégeras ton temps. Tu observeras les actes. Tu quitteras les jeux où ton estime sert de mise. Et quand toi tu deviens cohérente, le monde relationnel autour de toi doit s'ajuster. Certaines personnes montent à ton niveau, d'autres quittent la scène. Dans les deux cas, la vérité avance. Je résume le voyage émotionnel en une phrase: je ne veux plus que tu dépenses ton amour à convaincre quelqu'un de te traiter comme une évidence. C'est pour cette raison que j'ai construit un accompagnement qui ne te demande pas de devenir une autre femme, mais de revenir vers celle que tu as laissée derrière toi. Briser et par design est un e-book téléchargeable que tu peux acquérir directement depuis la description de cette vidéo ou depuis le commentaire épinglé. Je l'ai pensé comme un système de guérison émotionnelle, structuré semaine après semaine avec des exercices concrets, des vérités que personne ne t'a jamais dites et un plan de 30 jours pour commencer à te reconstruire là où tu es, tel que tu es. Ce n'est pas une collection de slogans à relire quand tu te sens forte, c'est un cadre à utiliser précisément les jours où tu doutes.
J'y ai placé les questions, les pratiques et les repères que j'aurais aimé voir entre les mains de tant de femmes avant qu'elles ne confondent encore une fois patience et abandon de soi. Il ne promet pas de contrôler une autre personne, il t'aide à retrouver suffisamment de clarté pour ne plus remettre ta vie entre les mains de sa prochaine réaction. Le lien pour télécharger l'e-book est dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est là, à portée de main. Tu peux le trouver juste en dessous si tu veux aller plus loin. Et voici ton défi pratique de la semaine. Choisis une demande que tu répètes depuis trop longtemps et reformule-la une seule fois de manière précise, calme et mesurable. Ensuite, observe les actes pendant 7 jours sans relancer, sans interpréter chaque silence et sans négocier ta limite. Note ce que tu ressens, ce que tu apprends et ce que la réalité te montre. Puis reviens écrire en commentaire la phrase que tu as choisie ou la vérité que tu as découverte. Abonne-toi pour continuer ce travail avec moi. Partage cette vidéo avec une femme qui donne beaucoup trop pour obtenir beaucoup trop peu. Et souviens-toi, l'amour sain ne te demande pas de devenir invisible pour être gardée. Il te demande d'être présente, entière, lucide et parfois assez courageuse pour laisser partir ce qui ne sait aimer que ta disparition. Avant de terminer, je veux approfondir un point que l'on sous-estime, la différence entre conséquence et punition. Une punition cherche à faire souffrir l'autre afin qu'il comprenne. Une conséquence protège une valeur. Si tu ignores ces messages pour créer de l'angoisse, tu punis. Si tu prends du temps parce que la conversation t'a épuisé et que tu as besoin de retrouver ton calme, tu te protèges. L'intention intérieure change tout, même lorsque le geste extérieur semble identique. Demande-toi donc, est-ce que je fais cela pour me respecter ou pour provoquer une réaction? La réponse peut être mélangée. Nous ne sommes pas des laboratoires parfaitement stériles. Mais plus la part de protection augmente, plus ton acte devient solide. Une punition dépend du fait que l'autre souffre. Une protection reste utile même s'il ne réagit pas. La même distinction vaut pour le silence. Le silence peut être une pause saine ou une arme. Une pause saine annonce son cadre « je suis trop activé pour parler correctement ». Je reviens vers toi demain. Le silence punitif disparaît, laisse l'autre deviner et savoure secrètement son inquiétude. Beaucoup de couples alternent poursuite et retrait, chacun convaincu que l'autre a commencé. L'un insiste parce que l'autre fuit parce que l'un insiste. Pour casser cette danse, il faut qu'au moins une personne cesse de jouer son pas habituel, pas pour gagner, pour interrompre la mécanique. Lorsque tu pratiques cela, ton entourage peut tester la nouvelle frontière. Ce n'est pas toujours malveillant, les systèmes humains recherchent leur ancien équilibre. Si tu répondais immédiatement et que tu ne le fais plus, on insistera. Si tu acceptais toutes les tâches, on te demandera pourquoi tu es devenu compliqué. Prépare-toi à cette phase. La constance est plus importante que la perfection. Tu peux céder un jour sans annuler tout le travail. Reviens simplement à ta décision. Le cerveau apprend par tendance générale, pas par pureté absolue. Observe également les excuses. Une excuse mature contient rarement un mais central. Elle nomme l'acte, reconnaît l'impact et propose une réparation. Je suis désolé que tu l'aies mal pris, n'est pas une reconnaissance, c'est une manière polie de te rendre responsable de la blessure. J'ai parlé avec mépris. Je comprends que tu te sois senti humilié. La prochaine fois, je ferai une pause avant de répondre et je veux réparer cette soirée contient davantage de responsabilité. Tu n'as pas besoin d'exiger une formule parfaite, regarde surtout si l'excuse change la suite. Il arrive que nous demandions au mot de compenser l'absence d'action. Une déclaration magnifique peut nous nourrir pendant quelques heures. Pourtant, la sécurité se construit quand les gestes ordinaires confirment les mots. Est-ce que la personne arrive quand elle a dit qu'elle viendrait? Prend-elle en compte tes contraintes? Peut-elle entendre un non sans transformer ton refus en trahison?
Voilà le terrain réel. Les grandes phrases sont agréables, les petites fiabilités construisent une vie. Tu peux aussi appliquer les 5 principes à toi-même. Arrête de te pousser par la honte. Décris tes comportements sans attaquer ton identité. Sois cohérente avec les engagements que tu prends envers toi. Protège ton accessibilité même vice à vice des demandes internes incessantes et parle depuis une décision, je vais prendre soin de mon sommeil plutôt que depuis une menace. Si je continue comme ça, je suis nul. L'amour rationnel commence dans la conversation intérieure. Nous ne pouvons pas exiger de l'extérieur un respect que nous sabotons chaque matin en nous parlant comme à une ennemie. Prends maintenant 1 minute pour imaginer une scène future. Tu exprimes un besoin sans trembler ou en tremblant mais sans reculer. L'autre répond peut être bien, peut être mal. Dans les 2 cas, tu restes avec toi, tu ne cours pas réparer son inconfort, tu ne transformes pas son désaccord en verdict sur ta valeur. Cette image n'est pas un fantasme irréaliste, c'est une répétition mentale. Les sportifs l'utilisent pour préparer un geste, tu peux l'utiliser pour préparer une frontière. Le cerveau active en partie les mêmes réseaux lorsqu'il imagine et lorsqu'il exécute. Répète la scène avec des mots simples, puis vis-la à petite échelle. L'une des plus grandes libertés affectives consiste à accepter que quelqu'un puisse être déçu de toi sans que tu aies commis une faute. Une personne peut ne pas aimer ta limite. Elle peut préférer l'ancienne version de toi. Sa déception lui appartient. Ton rôle est d'évaluer si ta décision est juste, non de supprimer toutes les émotions inconfortables autour de toi. Les personnes très empathiques confondent souvent compassion et responsabilité totale. Elles ressentent la peine de l'autre, puis se sentent obligées de la résoudre. L'empathie devient alors une porte par laquelle on entre sans frapper. Tu peux comprendre une émotion sans changer ta décision. Enfin, n'attends pas de ne plus avoir peur pour agir. La confiance vient souvent après l'action, pas avant. Tu poses une petite limite, tu survis à la réaction, ton cerveau met à jour sa prédiction, puis tu recommences. C'est ainsi que se forme une sécurité intérieure, non par l'assurance magique que rien ne fera mal, mais par l'expérience répétée que tu peux prendre soin de toi quand quelque chose fait mal. Voilà peut être le vrai principe derrière tous les autres. Tu ne cherches plus à garantir le comportement d'autrui. Tu développes la certitude raisonnable que, quoi qu'il fasse, tu ne t'abandonneras plus. Brisé est par design script de narration,